Donc, je me présente, je suis Vincent Drouot, je suis Digital Learning Manager. Alors, souvent je le dis lentement parce que c'est quand même assez, assez long et assez nouveau. Donc, Digital Learning Manager fait partie des nouveaux métiers du digital, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et donc, je m'occupe justement de préparer des programmes de formation qui soient, moi, ce que j'appelle les plus digestes possibles. C'est d'ailleurs pas que digital. L'idée, c'est de pouvoir mixer des formations. L'objectif qu'on a en tête, c'est qu'on aille plus loin que les 20%. Hein, vous savez, vous connaissez sûrement l'étude en formation. On dit souvent qu'il reste en mémoire 20% de ce qui a été vu en formation. Et nous, on s'attelle à faire grimper le plus haut possible ce chiffre-là. Et donc, en tant que Digital Learning Manager, l'idée, c'est de pouvoir mixer, trouver les meilleures méthodes pédagogiques en fonction du sujet et du contexte des apprenants pour que les personnes puissent avoir ressortir en tout cas avec un maximum de capacité. Philippe? Merci Vincent. Donc Philippe Lambert, je suis directeur pédagogique d'M2I Formation. Donc en charge des contenus, des modalités pédagogiques et voilà, je travaille avec une équipe, dont Vincent d'ailleurs. Exactement. Donc avec une équipe de chefs de projet pédagogiques. Voilà, alors on vous a préparé un document pour nous aider, pour nous guider en tout cas sur les sujets qu'on va aborder ensemble. C'est vrai que c'est un sujet qui, en tout cas, depuis 2 ans, on sent que ça mature et qu'il y a des gros mouvements, il y a des grands changements, en tout cas dans les entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe depuis qu'on a sorti cette plaquette. Alors, on va vous en parler. Sur l'entreprise digitale, il y a une appétence et un besoin de découvrir ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas, Philippe, de ton côté. Oui, je confirme. Alors, je vais partager donc un PDF qu'on vous partagera d'ailleurs à la fin, ainsi que la vidéo du webinaire. Hein, bien sûr, ce sera enregistré et on va vous le faire parvenir. Je viens d'ouvrir sur cette belle page. Donc l'entreprise digitale. Alors ce premier webinaire s'inscrit dans une série. Là, on est sur l'épisode 1 du 4 avril. Et pour vous accueillir, donc comment on vient de se présenter donc, ah bah c'est nous. Oh. Voilà. Ah bah ça nous ressemble plutôt bien. Ouais, deux barbus. Alors bien sûr, si on s'est amusé à mettre en tout cas des avatars, c'est que aujourd'hui il existe un métier dans les entreprises qui s'appelle l'avatar manager. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit clin d'œil sur ce nouveau métier, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que dans nos logiciels, on utilise de plus en plus des vignettes pour se présenter. Les avatars sont devenus maintenant gages de e-réputation. Et donc, il y a des études qui ont été faites et des métiers, du coup, aujourd'hui, qui donnent un focus sur le fait de créer un bel avatar et pour qu'il soit le plus valorisant possible. Donc, on s'est lancé au jeu. Alors, Philippe, peut-être si tu veux présenter M2I. Oui, je vais présenter M2I rapidement. M2I Formation, c'est plus de 30 ans d'existence. Donc voilà, on a beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines. 35 centres en France, plus de 100 000 stagiaires en 2018, avec 4 métiers, donc informatique métier pour les informaticiens. La bureautique, donc le poste utilisateur, le management et tout ce qui est lié au multimédia et au digital. Alors évidemment, les plus de 2300 stages que nous proposons, pour la plupart, peuvent amener à une certification qui les rend éligibles, entre autres, au CPF. Et puis une deuxième activité chez M2I, qui est M2I Formation Diplômante. Ce sont des formations longues de 400, 800, 1200 heures qui préparent à des titres et à des certifications M2I, donc des titres du ministère du Travail. D'accord. Et quand on parle de certification M2I, c'est… Alors les certifications M2I sont des certifications que nous avons déposées, donc qui sont officielles, et on a aujourd'hui un peu plus d'une quinzaine de certifications.
D'accord, donc c'est sont des choses qui n'existent pas chez d'autres centres qui n'existent certifiés. que chez M2I. Très Voilà. bien. En langage et dev, en réseau, donc essentiellement en informatique. Essentiellement en informatique. D'accord. Alors, cette introduction-là, en fait, on l'a placée parce que quand on parle de quatre métiers au niveau, au niveau d'M2I, donc l'informatique ou l'IT, la bureautique et le management et le multimédia, quand on parle d'entreprise digitale aujourd'hui, on commence à parler de transversalité des métiers et c'est là qu'est venue la création de cette plaquette l'entreprise digitale qui pour nous au sein d'M2I est assez nouveau parce que comme beaucoup d'entreprises on a travaillé en silo, chacun son métier, chacun sa compétence, mais le digital aujourd'hui nous pousse en tout cas à travailler de manière transversale entre les services, entre les compétences. Et c'est ce qu'on va présenter un petit peu ici, c'est que cette plaquette que vous voyez, qui sera bientôt mise à jour d'ailleurs, et on vous donnera le lien pour la télécharger, va regrouper toutes les formations qui vont rentrer dans l'esprit digital dont on va parler pendant ce webinaire, qui vont d'un côté vous proposer des formations d'acculturation digitale, mais aussi des méthodologies, des nouvelles méthodologies qui sont liées à ce nouvel univers. Et puis également des outils. Alors c'est pour ça qu'on a Philippe avec nous aujourd'hui. Oui, je vous parlerai ensuite des outils. Voilà. Alors au programme, donc on va essayer de poser un peu le contexte et puis parler des enjeux. Parce que c'est là aujourd'hui les vraies questions qu'on nous pose aujourd'hui, c'est on est face à des vrais changements au niveau des affaires, au niveau des entreprises, et les enjeux sont quand même devenus très D'ailleurs, je cruciaux. t'arrête parce que j'ai une question là. D'accord. Il y a une question que je me pose, c'est finalement quelle est la différence entre le digital et le numérique? Ce sont deux termes qu'on va employer l'un pour l'autre ou il y a vraiment des différences? Exact. Alors, pour répondre à ça, alors, ouais. Pas mal, hein. Comme si on l'avait préparé, disons. Alors, quand on parle, c'est vrai que de digital, souvent on se dit, mais est-ce qu'on parle de digital, de numérique? C'est quoi la différence? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le digital amène des choses que n'a pas le monde numérique, comme on l'entend. Par exemple, on peut faire un petit peu une évolution dans l'histoire. C'est que donc il y a eu une révolution qui a été l'électricité. Alors on n'en parle plus beaucoup parce qu'on trouve ça normal et on utilise l'électricité pour tout ce qui est numérique et digital aujourd'hui. Et puis il y a quelques années, l'électronique nous a amené l'informatique et donc on a eu l'ère de l'informatisation des entreprises. Ça c'était déjà une chose. Et puis ensuite l'ère du numérique. Alors l'ère du numérique, c'est l'informatisation et la numérisation. Donc ce qu'on va souvent utiliser, par exemple, le terme dématérialisé. Un document devient un PDF, la musique devient du MP3, la vidéo devient du MP4, la photo devient du JPEG, les livres deviennent des PDF ou des e-books. Puis aujourd'hui, on numérise des objets physiques. On a des scanners pour scanner des objets, voire même des corps humains. Et puis aussi, on peut scanner des lieux. On a vu dernièrement avec des technologies chez Microsoft, on peut commencer à scanner des lieux ou des monuments, quoi. Donc ça, c'est la partie numérisation des choses, mais ce qui est arrivé juste après, donc c'est l'arrivée de l'Internet. C'est que une informatisation, c'était une chose, mais une fois elle est devenue connectée au monde, l'arrivée du web, on parle des cultures web 1.0, 2.0, 3.0, donc ça, c'est des choses qu'on aborde dans nos formations d'acculturation digitale. Et ce qui était arrivé avec l'Internet, c'est les mails. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais oui, on est très sollicité. Voilà, on n'est plus dans le courrier papier. Maintenant, il faut prendre du temps pour traiter les mails. Moi, je connais des entreprises qui me disaient, mais on est obligé de passer la matinée, quasiment, ou la moitié de la matinée à traiter la quantité de mails. Et si un jour je suis en congé, ou je m'absente, les mails s'accumulent. Alors, c'est l'arrivée aussi des réseaux sociaux. Et puis, dit réseaux sociaux, dit aussi la e-réputation.
c'est-à-dire quelle image j'ai sur les réseaux, qu'est-ce qu'on dit de moi sur Internet. Mais par contre, ça, c'était toujours dans l'ère du numérique. Et ce qu'on va parler dans le digital, c'est l'arrivée déjà du smartphone, qui sont quasiment plus des téléphones, hein, c'est des ordinateurs. Les puissances aujourd'hui de calcul sont assez infernales de ce qu'on a dans nos poches, c'est assez impressionnant. Et puis également, quand on parle de digital, c'est les 15, alors il y a une quinzaine, hein, le chiffre n'est pas fixe, mais de technologies disruptives. Alors on va avoir la liste, on va vous montrer la liste tout à l'heure, et qui ont impliqué du coup des nouveaux usages, des nouveaux métiers, des nouvelles approches dont certaines entreprises sont friandes. Et donc on va les décrire avec vous, on va aller un peu plus loin. Peut-être juste sur le mot digital. C'est vrai qu'en français, on a déjà le mot digital pour parler de tout ce qui est lié au doigt. Mais en fait, quand on parle de digital dans ce cas-là, c'est que digit en anglais veut dire un chiffre, un nombre. Tout ce qui est digit. Et comme l'informatique, c'est un 0 ou un 1, c'est pour ça qu'en anglais, ils ont utilisé le terme digital pour parler de choses qui est numérisé. Et c'est de la langue française, on a intégré aussi ce terme qui vient de l'anglais. Et maintenant, on l'accorde. Hein, communication digitale, on met un E. Digitalisation, c'est devenu. Donc voilà, pour clarifier un peu. Okay, est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon, c'est clair. Bon. Je suis dans le monde digital puisque j'ai un smartphone. Alors, quand on parle aussi de numérique et digital, on a eu l'ère industrielle. On a dit aussi après, on était dans l'ère de l'information. Et aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu, hein, on passe à l'ère de la data, qui est un peu différent de juste l'information. Et le terme data, donc en tant que données, on va en parler pendant le webinaire. On parlait tout à l'heure, on disait des 15 technologies disruptives, c'est-à-dire qui marquent des ruptures. Alors les termes aujourd'hui, vous les avez sûrement déjà entendus, mais bien souvent, on n'est pas très clair avec ce qui se passe quand on parle de big data, d'intelligence artificielle, de blockchain, d'IoT. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'impression 3D? C'est quoi les bots? Hein, on entend souvent le chatbot, par exemple. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est quoi les différences? Et puis la montée en puissance du cloud, qui est pas juste un Dropbox ou un endroit où je dépose des fichiers, mais qui vont beaucoup plus loin. Donc ces 15 technologies majeures font partie de l'ère digitale et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne se sont pas concertées. Ces technologies-là, il y a à peine 5 ans, étaient encore dans des laboratoires et elles valaient très cher. C'était réservé à des scientifiques. Aujourd'hui, on verra un peu tout à l'heure, c'est que ces technologies-là sont aujourd'hui à disposition de tout le monde, de toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'à quelques clics, on peut mettre en place une base de données pour traiter de la donnée de grosse importance pour de la big data, mais on peut aussi déclencher en 3 clics chez Amazon Web Services, par exemple, de l'intelligence artificielle. Ils mettent à disposition à peu près 5 serveurs. Et c'est un peu la nouveauté aujourd'hui. C'est pour ça que quand on sent que le monde change, c'est parce que ces technologies-là aujourd'hui coûtent moins cher, elles sont à disposition des entreprises et certaines entreprises les utilisent pour faire des scores en bourse assez hallucinants. Alors, dans l'ère digitale, on parle aussi des nouveaux métiers et donc un rapport de Dell nous dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est-à-dire que 65% des élèves scolarisés en 99 exerceront des métiers qui n'ont pas encore été créés. En 2030, je pourrais donc faire un nouveau métier. Ah, j'ai appris une bonne nouvelle là. Voilà. Et quand on parle de l'ère digitale, on a aussi donc des nouveaux usages. Alors ça, c'est 2 photos qui ont été faites au Vatican, une en 2005 et l'autre en 2013. Donc on voit bien la différence. Alors peut-être vous êtes allé à un concert de musique il n'y a pas longtemps. On a à peu près ce même phénomène, c'est que tout le monde maintenant utilise donc son smartphone qui est devenu autant
un ordinateur, on relève ses mails, on va sur Internet, on traite nos réseaux sociaux, on fait de la photo, on fait de la vidéo. Aujourd'hui, les nouveaux usages font partie de cette nouvelle ère qui ne sont pas que des objets, mais aussi pour nous, c'est des usages nouveaux. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que dans les nouveaux usages, ici vous avez un diagramme qui montre ce qui se passe sur Internet en 1 minute. Donc pour chaque minute, par exemple, si je prends juste Google, on est à 3,8 millions recherches. Hein, c'est-à-dire que Google va traiter donc à peu près 4 millions par minute, 4 millions de recherches sur Google. Hein, c'est impressionnant ça. Voilà. Dans les choses un peu nouvelles, alors on voit qu'Instagram commence à prendre vraiment de la place. Et puis quand on voit la quantité de films Netflix, le nombre d'heures qui sont regardées par minute, on est proche des 700 000 heures consommées par minute. Hein, c'est des chiffres assez hallucinants. Et puis, on a aussi des petites nouveautés, c'est-à-dire entre 2016 et 2017, l'arrivée en 2018 des assistants vocaux, hein, un petit peu comme Google Home ou Alexa de chez Amazon. Aujourd'hui, sur janvier 2019, donc la statistique, c'est qu'en par minute, il y a 180 appareils qui sont commandés. C'est 180 appareils par minute, que ce soit un Google Home ou un Echo. Ce sont les bornes qui me donnent la météo quand je me lève le matin, ouais, c'est ça? C'est ça. Elles font pas encore les cafés, mais. Okay. Donc vous voyez, depuis la naissance du web qui a fêté ses 30 ans il y a 3 semaines, l'Internet a été inventé par un Anglais dans un centre de recherche en Suisse. Et donc, il a fêté les 30 ans. Alors, pour lui, donc il s'appelle Tim Berners-Lee, lui avait inventé l'Internet pour que ce soit gratuit et libre. Par contre, il a été un peu déçu aujourd'hui quand il voit les monopoles dont on va parler tout de suite. Alors, tiens, justement, on sait que hier, les géants de la bourse, c'était des pétroliers. Aujourd'hui, oui. C'est qui les géants de la bourse? Sur quoi? Comment ils gagnent énormément d'argent? Exactement. C'est la vraie question. Ben oui. C'est la vraie question, c'est-à-dire, vous avez sûrement entendu cette phrase, la data, c'est le nouveau pétrole. Ok, peut-être, mais aujourd'hui, quand on regarde les cotations boursières des 5 plus grosses entreprises du digital, et je vais commencer par Apple. Aujourd'hui, si j'ai regardé les chiffres en début de semaine, ExxonMobil, qui est le plus coté, en fait, va osciller entre les 300 milliards de dollars, alors qu'Apple est passé à 1000 milliards. Ça fait cher la pomme. Hein. Oui. 1000 milliards. Donc ça, c'était le 2 août de l'année dernière. Apple a dépassé le seuil historique de 1000 milliards de dollars de cotation boursière. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la bourse. Et ce qui est tellement hallucinant, c'est que même le mot 1000 milliards, on n'a même pas le mot 1 billion pour le dire, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Donc, comment Apple fait pour faire 1000 milliards, suivi ensuite au mois de septembre de l'année dernière par Amazon. C'est comment eux arrivent à faire des cotations boursières et à faire des services et des produits qui sont aussi générateurs de revenus. Donc pour eux, c'est ça la nouveauté, c'est qu'eux traitent la data. Alors ça, c'est le tableau des revenus. Et c'est là où on commence à utiliser le terme GAFAM. Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le terme GAFAM. Si vous voulez utiliser le chat. Apparemment, pas tout le monde. Il faut dire que c'est un terme qu'on entend beaucoup. Et finalement, qu'est-ce qui se cache derrière les GAFAM? Voilà, c'est vrai qu'on dit souvent, oui, les GAFAM ceci, on va taxer les GAFAM. Ouais. Voilà, absolument. Et puis je vois aussi là dans le chat, des personnes parlent de BATX, absolument. Alors GAFAM, en fait, c'est simplement l'acronyme qui veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Voilà. Ah, c'est pas M2I à la fin, c'est Microsoft, d'accord. C'est ça. Ah, ouais. Donc ces cinq
Ces 5 lettres représentent donc les 5 du numérique, les 5 du digital, les 5 gros de l'informatique, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui aujourd'hui vont, vous le voyez sur les revenus qui sont pour Apple de 230 milliards l'année dernière. Donc c'est pareil, c'est des scores qui dépassent l'entendement de toutes les autres entreprises, même comme tu disais, au niveau pétrole, ça dépasse les revenus du pétrole. Et les cotations boursières vont à 2 fois, 3 fois les valeurs des entreprises du pétrole. Alors, dans GAFAM, on va parler de ces 5 entreprises et forcément, on parle de 5 entreprises américaines qui ont les capacités aujourd'hui de collecter la data, de la traiter et d'en faire une réponse. Et c'est ça qui est nouveau, c'est que la réponse, elle se fait quasi en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a une époque dans les entreprises, on se disait, ben voilà, il faut un prévisionnel, on va aussi récolter les données avec un rapport mensuel, trimestriel, etc. Aujourd'hui, ces entreprises-là, en fait, ont des capacités de collecter la donnée, de savoir où est l'attente, où sont les vrais besoins, et de savoir investir dessus, mais beaucoup plus rapidement qu'avant. Et en plus, vu que c'est souvent des produits du numérique, on est capable de répondre quasi en temps réel. Hein, c'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a un premier changement dans l'ère des entreprises, c'est que ces entreprises-là réagissent vite. Alors c'est le propre aussi des startups, hein. On en parlera tout à l'heure. Et puis en effet, pour BATX, en fait, quand on parle de BATX, hein, c'est pour les 4 grands, mais non pas sur la partie occidentale, mais sur la partie orientale. Donc il y a 4 grands du numérique avec Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont les 4 grands. Et donc ces 5-là, dans les GAFAM, on pourrait dire, mais c'est quoi leur point commun? Parce que donc c'est ce qu'on va décrire dans une formation qu'on vous propose dans le catalogue, qui s'appelle Acculturation digitale. On va aller découvrir et décrypter quels sont déjà les modèles économiques de Google, les modèles économiques de Facebook, les modèles économiques de Microsoft, d'Apple et d'Amazon, quels sont en fait leurs moyens de faire des revenus. Mais on se rend compte que quel que soit le modèle économique, ces 5-là ont des dénominateurs communs. Et le premier, c'est d'être centré sur la donnée, centré sur la data. Alors, pour Google, le modèle est assez intéressant, c'est que c'est gratuit. Et je ne sais pas, et là je peux poser la question, hein, pour les personnes qui sont sur ce webinaire, qui n'utilise pas Google pour aller sur Internet? Qui n'utilise pas Google? Est-ce que vous utilisez d'autres choses, d'autres moteurs de recherche peut-être? Il y a un adepte de Quant. Très bien. Très bien. Donc Quant. Voilà. Donc Quant, qui est un moteur de recherche, c'est un projet européen. Donc je vous ai préparé les chiffres, hein, juste pour vous donner un peu essayer de comprendre un peu l'envers du décor. Moi, j'utilise Ecosia. Ecosia, absolument. On va en parler juste après. C'est que ce qu'il faut comprendre chez Google, c'est que ses revenus, alors Google, il a plusieurs modèles économiques, c'est ça qui est fort. Hein. Voilà. Alors je vois dans les moteurs de recherche, on voit Lilo, absolument. Donc tu parlais d'Ecosia, Quant, et puis comme autre moteur de recherche, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est de pas forcément le voir souvent, c'est Bing. Et donc Ecosia, c'est Bing derrière. En tout cas, ils utilisent Ecosia étant un moteur de recherche qui, à chaque recherche, utilise ses revenus pour replanter des arbres. Alors pour Google, c'est vrai que Google, donc c'est un moteur de recherche, et plus vous recherchez dessus, plus vous lui donnez de la data. Plus on cherche sur Google, plus il sait ce qui nous intéresse. Et même si on n'est pas connecté avec son profil Gmail, il est capable d'enregistrer et de connecter. Il y a même un site, hein, il le redonne gratuitement, qui s'appelle Google Trends, qui veut dire les tendances, et on peut savoir les tendances de recherche. Et lui se sert de ça pour vendre de l'espace publicitaire sur les pages de réponse quand on cherche
Sur Google, vous avez une réponse et tous les résultats de réponse, lui se sert il crée des espaces publicitaires et en plus, c'est des espaces publicitaires qui sont vendus aux enchères. Hein. Alors, pour voir l'enjeu de ça, les espaces publicitaires, ce qu'on appelle les AdWords, qui sont vendus aux enchères par Google, il faut quand même comprendre que ça vient de faire fermer 9 magasins chez Castorama. Pourquoi? Alors, c'est pas la faute à Google. C'est que ManoMano, qui est en fait une start-up qui veut prendre le marché de la vente d'outils de bricolage, dépense des quantités et des montants astronomiques. Alors, je peux pas révéler les chiffres, mais c'est des montants astronomiques comparés à ses concurrents. Et en l'occurrence, il y a eu un article il y a 2 jours, ManoMano vient de lever encore plusieurs millions en tant que start-up. Donc, ils ont les moyens d'acheter des mots-clés et d'acheter du AdWords beaucoup plus que des Castorama, par exemple. Et donc, l'impact, il est aujourd'hui, c'est difficile de jouer contre ça, quoi, la preuve. Alors, dans les revenus de Google, alors c'est vrai que Google fait des téléphones, et puis il y a aussi Google qui fait quelque chose de magnifique, hein, c'est lui qui a créé Android. Donc si on n'a pas d'iPhone, on est sur un autre appareil qui lui tourne sous Android, donc ça reste encore dans les GAFAM. Voilà. Et par contre, Google est quand même intéressé à rester quand même le moteur de recherche par défaut. Le moteur de recherche par défaut dans Safari dans un iPhone. Pourquoi? Parce que ça représente 50% de ses revenus publicitaires. Rien que sur les iPhones qui sont pas, en effet, c'est pas la part de marché la plus grande, mais Google, et là on a le chiffre, hein, c'est 12 milliards l'année dernière. Google a payé 12 milliards à Apple pour que le moteur de recherche Google reste le moteur de recherche par défaut dans les iPhones. On peut le changer, hein. Le moteur de recherche, c'est facile à changer. Mais par contre, ils sont prêts à payer 12 milliards, c'est qu'ils font beaucoup de revenus. C'est que c'est pas grand-chose, même les 3% de taxes que l'Europe voudrait mettre à Google ou sur les GAFAM, ça va plus coûter cher aux entreprises digitales européennes. Là, 12 milliards, les 3% ne représentent même pas. Alors, j'ai une question de Marie-Hélène qui me dit comment changer le moteur de recherche. Simplement dans les réglages de l'iPhone, les réglages principaux, vous avez dans Safari, vous pouvez sans problème choisir un autre moteur de recherche. Donc, vous voyez, rien qu'entre deux entreprises du GAFAM, elles font des transactions aussi entre elles. Alors, on parlait justement des moteurs de recherche. Pour vous montrer, tout appareil confondu, Google reste à 94% impressionnant utilisé. Voilà, Bing 3%, Yahoo 1,54 et Quant. Alors voilà, je défends aussi Quant, hein, mais en tout cas c'est 0,63% du marché. Hein, vous voyez que c'est quand même, il y a encore du travail. Et tout à l'heure on parlait justement d'Ecosia. Donc Philippe, toi Moi j'utilise Ecosia depuis quelques mois. Très bien. Ça marche très bien. Voilà, parce que je vous ai montré aussi le coût écologique d'une recherche sur Google. C'est un chercheur d'Harvard qui l'a calculé. Donc 7 grammes de CO2 par recherche. Donc sur 4 millions de recherches par minute. Hein, donc c'est ce qu'il a calculé. Ça représente à peu près l'empreinte carbone du Laos. Vous voyez. Et puis pour ce qui est de ceux qui voudraient avoir un geste écologique, justement pour compenser par exemple, Ecosia, donc c'est un autre moteur de recherche qui s'appuie sur Bing, qui est la technologie Microsoft, mais qui à chaque revenu va replanter des arbres. Ils sont déjà à plusieurs millions d'arbres replantés, donc pour ceux qui ont cette sensibilité-là, ça peut être intéressant. Alors ici, c'est un arbre. L'entreprise s'appelle Calico. C'est une entreprise peu connue, sauf que c'est là-dedans que Google investit le plus. Voilà, parce qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'on recherchait sur Internet, notre plus gros caillou dans la chaussure, ça restait quand même la mort. Et donc Calico, son objectif, c'est de tuer la mort. C'est-à-dire que Google investit dans la santé. Bel objectif. N'est-ce pas? Ouais. Voilà, c'est pas la longévité, c'est l'immortalité. D'accord. Voilà. Alors, les puissances de Google, par exemple, aussi, c'est de voir qu'eux ont la capacité de récolter les données. Alors, quand vous bougez votre téléphone, Apple le sait. Si vous bougez votre Android, Google le sait. Si vous
déverrouillez votre téléphone, Google le sait. Si vous lancez vos logiciels, combien de fois vous les lancez, etc. Apple le sait, Google le sait, et donc c'est ce qui leur permet d'améliorer les systèmes d'exploitation et d'inventer le prochain iPhone ou d'inventer le nouveau produit et service dont on a besoin parce qu'on leur donne les informations. Alors, la capacité de calcul de Google, c'est ces ordinateurs-là, ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques, qui jusqu'à maintenant étaient assez réservés à une élite. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs universités. Alors, en Autriche, par exemple, l'université de Vienne, qui en fabrique. Ici, c'est celui de Google. Et Google en a fabriqué même 2 pour la NASA. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi? En fait, ça permet par exemple, une base de données, si vous avez 10 000 fiches ou 100 000 fiches, un ordinateur classique va traiter les fiches une par une si vous faites une recherche dedans. Un quantique, il va regarder toutes les fiches d'un coup en même temps. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça devient abordable. IBM a annoncé il y a 15 jours qu'eux allaient commercialiser le leur. Et Microsoft a dit, oui, nous aussi, nous allons en avoir un. On aura le choix comme ça. Oui, mais pour Microsoft, ils ont annoncé que ce serait que dans 5 ans, pour vous dire que c'est quand même assez pointu. Alors, ça sert à quoi pour la NASA? Ça a permis à la NASA d'économiser 10 ans de calcul pour trouver une planète identique à la nôtre. C'est-à-dire qu'on connaît 4000 planètes, ce qu'on appelle les exoplanètes, hein, des planètes qui tournent autour d'un soleil. Dans notre galaxie, on en a trouvé 4000, mais on voulait trouver celle qui correspondait exactement à la même taille, la même distance, la même masse. Et donc, ces 2 ordinateurs-là ont permis ce calcul-là. Donc, imaginez cette puissance de calcul appliquée au marketing. C'est ce que des entreprises font aujourd'hui. Et Amazon Web Services, donc c'est la face cachée d'Amazon, qui met à disposition des serveurs, des logiciels, donc d'intelligence artificielle. Et il faut imaginer que ça représente quand même ces services web. D'ailleurs, on a toutes les formations chez M2I qui correspondent à ça aussi. Ça représente 63% des bénéfices, alors que la boutique où on achète des choses, ils ont un. Ouais, c'est impressionnant. Pour 12% de chiffre d'affaires, finalement, voilà. C'est l'activité qui fait plus de bénéfices. C'est ça. Donc, on a tous ces types de serveurs qui sont à disposition, même pour les objets connectés, pour la domotique. Ça, c'est, voilà, je vous montre vite fait la liste, mais c'est assez impressionnant. Et la nouveauté aussi, c'est que Amazon Web Services, dans cette ère du digital, prend une place parce qu'ils sont installés dans le monde entier. Et vous consommez vos serveurs à la minute, voire même à la seconde. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un gros calcul qui vous prenait 3 mois, vous pouvez non pas acheter des ordinateurs, mais vous louez les serveurs et vous êtes facturé à la consommation. Donc, quand vous ne servez plus d'un gros serveur, vous pouvez arrêter votre compte et donc ça permet de faire d'énormes économies. Alors, on parle des GAFAM, on parle des BATX, mais les Natubes. Il y a les Natubes. Alors, j'ai rajouté le B. Donc, ça, c'est une autre démarche d'entreprise qui embête beaucoup de monde aussi. Hein, et Natube voulant dire Netflix, Airbnb, Tesla, Uber et Booking. C'est en fait l'ère de l'ubérisation où on cherche à créer des prix plus attractifs et on atomise un marché, comme Apple l'a fait avec la musique. Apple a atomisé le marché du CD. Il l'a numérisé, mais il l'a atomisé, c'est 0,99 centimes. Voilà. Donc, comme Uber l'a fait. Mais il faut imaginer que ces 5 entreprises-là, par exemple, si on prend Uber qui fait le plus de transport de personnes dans le monde, transport voiture dans le monde, c'est eux qui transportent le plus de personnes, mais c'est une entreprise qui a 0 voiture en parc. Airbnb font le plus de nuitées au monde et ils n'ont aucun hôtel. Voilà. Et Netflix, plus vous regardez Netflix, plus vous leur donnez ce que vous aimez, et plus ils vont investir dans des séries et des films qui vont marcher, vu que c'est nous qui leur indiquons ce qu'on aime. Voilà. Alors pour raconter aussi d'autres choses dans la data, ces trois-là, ben voilà, en fait, on les connaît pas trop au niveau de leur visage, mais c'est quand même Adobe, Microsoft et SAP. Et dans la data, eux se sont dit, ben nous, on aimerait bien quand même pouvoir échanger nos données clients, et donc ils sont en train de créer un format en fait d'échange de données. Donc bien sûr, c'est américain, donc c'est hors RGPD, donc la protection des données. Et un deuxième pilier
en tout cas pour que ce soit les GAFAM, les Natu ou les BATX, c'est ce que disait donc le patron d'Amazon, c'est qu'ils sont passés de ce qu'il appelle en anglais donc une vision competitor obsession, c'est-à-dire une obsession du concurrent, à une customer obsession. Donc ils sont centrés sur l'utilisateur. Alors plein de méthodologies aujourd'hui qu'on a aussi au catalogue de formation, comme le UX design et d'autres qu'on verra tout à l'heure, vont en fait vous amener non pas à créer des sites web, mais avoir des stratégies pour que les personnes reviennent, des stratégies pour que les personnes qui sont passées sur votre site deviennent des clients. Une application mobile, on a des méthodologies aujourd'hui qui sont issues des startups auxquelles on forme. Si vous faites une appli, c'est bien, mais qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus de mémoire dans le téléphone de votre utilisateur? Est-ce que votre appli sera suffisamment intéressante pour qu'il la garde ou est-ce qu'elle va être désinstallée? C'est la même chose pour les objets connectés. C'est si on récolte pas les données et qu'on les traite et qu'on réinvente un produit meilleur, l'objet connecté, il est délaissé. Et puis pour les newsletters, c'est quelle méthodologie on peut avoir pour que vos abonnés attendent la prochaine. Parce qu'aujourd'hui, on en reçoit trop, les gens se désabonnent très facilement, donc on a besoin de nouvelles méthodologies que les startups comme les Natube se servent. Et donc on a toutes ces personnes-là qui sont dans ces entreprises et qui ont développé donc une approche data-centric, user-centric. Et pour nous, en tant qu'utilisateurs, c'est de dire je veux l'info, mais je la veux en temps réel et je veux ça dans mon téléphone. Voilà. Donc toutes ces choses-là, alors on les passe assez rapidement ce matin, parce que on a bâti donc une formation en 2 jours pour vous aider en tout cas à vous imprégner de ces nouvelles manières de travailler. Et également sur ces 2 jours, on a inclus un World Café qui est une manière de travailler en collectif pour innover, pour imaginer ce que votre métier pourrait donner en utilisant ces nouvelles approches. Voilà, avec ces différents domaines qui sont abordés pendant la formation. Donc, on aura d'autres webinaires à venir prochainement avec justement ces méthodologies, avec le cadre juridique et RGPD, bien sûr, et puis tout ce qui est lié à la communication digitale. Et pour enchaîner, on sait qu'aussi des outils comme chez Microsoft et chez Google, les outils bureautiques ont évolué. Donc Philippe, toi tu es expert. Je vais vous en parler. Je vais vous faire une rapide présentation. Voilà. Et pour ça, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les outils bureautiques? Alors évidemment, l'objectif c'est d'améliorer la productivité. Évidemment, avec des nouveaux outils qui ont pour la plupart une particularité commune, ce sont des suites collaboratives en ligne. D'accord. Voilà, c'est très important, puisque on va voir pourquoi. Donc, alors, déjà, qu'est-ce qu'une suite collaborative en ligne? En fait, ces plateformes sont nées d'un triple constat. D'abord, l'évolution de nos façons de travailler. C'est-à-dire que là où avant, chacun d'entre nous, on travaillait peut-être dans 1 ou 2 équipes, il y a quelques années, aujourd'hui, on travaille dans de multiples équipes. Donc, on change très rapidement et on est obligé de changer très rapidement d'équipe jusqu'à 4, 5, peut-être 10 équipes. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, il est lié souvent, comme tu disais, à l'émergence des réseaux sociaux, à l'utilisation des téléphones. Donc finalement, à une diversité d'usages qu'on n'avait pas auparavant. Oui, avant, on avait la messagerie sur son poste fixe. Je résume un petit peu, mais c'était ça. Et là, on se retrouve avec des devices différents, des tablettes, des téléphones, des réseaux sociaux. Donc voilà, on est très sollicité par tous ces outils de communication. Donc ça, c'est vraiment le deuxième constat. Et le troisième constat, il est évident, c'est que aujourd'hui, on a une profonde transformation des métiers apportés par le digital. Donc, ça va du chef de rayon au supermarché, qui, avec son scan, va changer les prix automatiquement sur les étiquettes. Exit les étiquettes papier, on n'en voit quasiment plus. Jusqu'au directeur du marketing d'une agence, le chef d'entreprise. Voilà, donc il y a quand même, les métiers changent, et comme tu l'as dit tout à l'heure, les nouveaux métiers, on ne les connaît pas encore, mais ils vont très vite changer.
Donc, en fait, aujourd'hui, on ne parle plus tellement d'informatisation, de digitalisation de l'infrastructure. On parle plutôt, avec ces nouveaux outils, de digitalisation des interactions, c'est-à-dire la collaboration. C'est-à-dire que toute notre communication, toutes nos interactions sont aujourd'hui digitalisées. D'accord. Alors, preuve en est, l'adoption, le cloud. Donc, le cloud, c'est tout ce qui se passe en dehors de l'entreprise, finalement, qui est stocké dans le nuage en français. Adoption massive, puisque depuis 2014, ça a été plus de 218%. Donc, c'est quand même énorme. Vous allez voir, je vais en parler après, avec deux géants dont on a déjà parlé. C'est un peu un combat entre deux. Donc la courbe indique que il y a des tendances aujourd'hui et je vais en parler. Alors évidemment, M2I Formation est là pour vous accompagner parce que au-delà des outils qui changent, ce que ça change, ce sont surtout les usages et les habitudes de travail. Oui. C'est là où on va trouver les changements. Tu veux dire, en fait, c'est pas uniquement des fonctionnalités qu'il faut apprendre en plus, c'est aussi une autre manière. Non, pas du tout, parce que les fonctionnalités, on va vite les appréhender. Ouais. C'est plutôt d'autres façons de travailler, donc vraiment une orientation usage. Oui. On va avoir des nouveaux usages qui vont apparaître. C'est surtout ça qui va différencier. Oui. D'accord. Alors, je vous ai mis là, il y en a d'autres, 10 exemples d'usage collaboratif. Alors, ça passe par le stockage et le partage de documents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on stocke de moins en moins sur son poste de travail ou sur un serveur de fichiers d'entreprise comme on le faisait avant. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'habitude, quand on rentre chez soi, ça fait des années que certains d'entre nous, on a une Dropbox, on a un Google Drive, etc. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, ça arrive de plus en plus en entreprise. Donc ça, c'est vraiment un usage qui a changé. On en a un deuxième, c'est par exemple, on est une équipe de deux, par exemple, tous les deux, on va travailler sur le même document. Aujourd'hui, ça fait partie des nouveaux usages. C'est-à-dire que en direct, de façon instantanée, puisque c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, on est capable de travailler tous les deux sur le même document. Ce qui était complexe à faire auparavant. Évidemment, le partage de documents, la synchronisation de documents hors ligne, l'organisation de réunions, organisation et animation de réunions avec des collaborateurs distants, puisque aujourd'hui on parle beaucoup de travail à la maison. On a de moins en moins de bureaux, on se déplace. Et bien, pour ça, on a des outils et on va être capable d'organiser des réunions audio ou vidéo avec ces outils, avec des collaborateurs distants. La prise de notes, la publication d'enquêtes, tout ce qui est lié au tableau de bord et à la data, justement, la recherche de compétences, la recherche de solutions quand on a un problème. Donc des outils qui sont très puissants, qui sont capables d'aller chercher qui est compétent pour résoudre mon problème dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Je pense à Yammer, par exemple, qui fait partie de ces outils. Et puis, tout ce qui est lié à la gestion de tâches et à la gestion de projets collaborative, c'est-à-dire le partage du suivi, du pilotage du projet. Donc voilà 10 exemples d'usage collaboratif, 10 exemples d'ailleurs que nous retrouvons dans la plupart des formations qu'on va faire autour des produits. Alors, à gauche, Google G Suite, un poids lourd. En face de lui, c'est pas un petit, Microsoft, Office 365. Clairement, il en existe d'autres. J'ai pris ces deux-là parce que vous allez voir qu'ils phagocytent le marché. D'accord. Google a pour lui l'avantage d'être né avant dans la solution de collaborative en ligne. Donc depuis 2006, c'est vraiment un pionnier. Donc très rapidement, ça a été utilisé. À cette époque, Microsoft proposait déjà une suite, mais qui était vraiment embryonnaire, avec des fonctionnalités très confidentielles, très limitées.
Aujourd'hui, clairement, je ne vais pas revenir sur les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, mais clairement, Office 365 de chez Microsoft a clairement rattrapé son retard. C'est indéniable. Mais pendant ce temps-là, Google a fait de son produit quelque chose de mature, qui fonctionne très bien, qui est très véloce. Et voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on a vraiment ce match entre les deux grands, les deux suites finalement de deux GAFAM. Voilà, on alimente encore leur chiffre d'affaires. Ah ouais, c'est un combat de haut niveau parce que alors je vais essayer de ne pas prendre parti, même si c'est difficile parce que difficile d'être objectif. Oui, comment tu tranches alors Eh ben, je dirais, je me base sur l'histoire aussi. G Suite, donc la suite Google, c'est des nouvelles entreprises, les startups. Elles sont très accros à G Suite. D'accord. Petites et moyennes entreprises, ce qui ne veut pas dire que Google n'a pas des grosses entreprises dans son giron, hein, on va y venir après, mais voilà, c'était un peu leur axe, leur stratégie. À côté de ça, Office 365, entreprise plus âgée, grosse structure, avec une forte réglementation, donc un petit peu moins agile. Ça, voilà, c'est un petit peu historique. G Suite, clairement, si on fait le choix de la suite Google, c'est une rupture nette avec le passé. Par opposition à Office 365, où on va être en continuité, tout simplement parce qu'il y a un parc Office énorme installé dans le monde et dans les grandes entreprises. Donc, quand on choisit la suite Office 365, on tient compte de ce parc. Oui. Quand on choisit la suite Google, clairement, c'est une rupture dans les produits, une rupture dans les usages, une rupture dans l'existant. Oui, même si les fichiers sont compatibles, en fait, c'est… Voilà, il y a quand même une rupture dans la philosophie, mais quelquefois, même très souvent, c'est un choix stratégique de l'entreprise. Hein, quitte à rentrer dans l'ère de la digitalisation, pourquoi ne pas faire une rupture avec ce qu'on avait avant? Hein, voilà, il y a aussi de grosses entreprises qui raisonnent comme ça. Côté Google, le choix est clair. Les fonctionnalités, en fait, sont des fonctionnalités utiles au quotidien pour 90% des utilisateurs. D'accord. Côté Microsoft, très riche en fonctionnalités étendues et expertes. Clairement, si on a beaucoup d'utilisateurs qui font du développement autour de VBA, des macros, etc., on va trouver tout son bonheur dans la suite Microsoft parce que ça fait des années qu'on utilise la suite Office installée sur son poste de travail. Le plus de G Suite, donc de la Google Suite, c'est que le serveur de fichiers, c'est-à-dire l'endroit où on va stocker les documents, s'appuie à 100% sur Google Drive. C'est-à-dire qu'il y a un outil, une fonctionnalité dans la suite Google qui s'appelle Google Drive, et c'est là-dedans qu'on va stocker tous les documents de l'entreprise. Ce qui n'est pas forcément le cas de Microsoft avec Office 365, où on va avoir les choix entre SharePoint, entre Teams, entre OneDrive, etc. etc. Le plus d'Office 365, clairement, depuis 2 ans, donc il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, Microsoft a mis sur la suite Office 365 Teams, qui est un concentrateur d'applications collaboratives, donc qui va chapeauter l'ensemble des applications de la suite Office. Alors c'est un plus parce que on se retrouve avec une seule interface qui nous donne accès à tous les usages collaboratifs. Donc voilà, depuis 2 ans, Teams est en forte progression. Côté IT, il ne faut pas oublier l'IT. Une administration qu'on dit out of the box, donc 100% web, côté Google, donc c'est un avantage. Pas de produit installé, tout se fait via un navigateur. Relativement simple. Côté Microsoft, on le sait, c'est une charge importante, tout simplement parce qu'il y a un parc Office installé qui existe déjà. Donc il faut en tenir compte, quelquefois sur de multiples devices, sur PC, sur Mac, sur Android, etc. Donc il faut en tenir compte, mais avec une administration qui est donc plus complexe et souvent plus fine. Au niveau de l'offre de prix, alors clairement, avantage, en tout cas dans la simplicité à Google, avec 3 offres. L'offre Microsoft, j'ai mis 7, en réalité, il y en a même plus si on décortique. Dans tous les cas, et ça c'est une question qu'on se pose très souvent, et la sécurité dans tout ça,
et la confidentialité. Écoutez, quand vous allez voir derrière que 80% des entreprises du CAC 40 font confiance à Office 365, voilà, la réponse, elle est là. Hein, la réponse, elle est là. Il y a dans les deux suites tous les outils, toutes les fonctionnalités en matière de sécurité, en matière de gestion des utilisateurs, de gestion des appareils, de ce qu'on appelle des stratégies. Voilà, on va trouver dans les deux suites tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc, on a ce qu'il y a de mieux en termes de sécurité sur les deux suites. Un document est plus en sécurité aujourd'hui dans un Google Drive ou dans un OneDrive que sur son poste de travail qu'on va balader dans sa sacoche, dans le métro. Bon, j'exagère le propos, mais c'est une réalité. Et puis, oui, on a un petit peu dépassé le temps imparti, Ouais, mais en tout cas, ouais, on va. alors, le choix, il ne faut pas le voir comme un choix technique, clairement, mais plutôt comme un choix qui va soutenir l'évolution des mentalités, l'évolution des usages. Le choix entre les deux. Hein. C'est pas un simple choix de produit. Et puis, voilà, j'ai mis 3 verbatims, ils sont importants. Si rien ne change, ne vous attendez pas à ce que les résultats changent. Il faut penser à la résistance au changement. On la connaît, on sait qu'on est tous résistants à une transformation. Et ça coûte cher. Beaucoup plus cher que de former les gens à ce changement. Donc, que vous preniez suite Office 365, sans formation, vous n'y arriverez pas. Et M2I a choisi un axe de formation qui est l'axe usage. On va pas vous apprendre à envoyer un mail avec Gmail ou avec Outlook, mais on va vous apprendre à gérer ces nouveaux usages. Alors, très rapidement, la suite G Suite, avec 4 axes, communiquer, agenda, messagerie, etc. Je vais vous montrer l'écran ensuite. Créer des documents, des formulaires, des sites web, des outils pour organiser les idées, accéder, donc du stockage, hein, entre autres avec Google Drive. Et bien sûr, on n'oublie pas l'IT, des outils d'administration, des outils pour gérer la sécurité. Alors, voilà, quand je parlais tout à l'heure de G Suite, G Suite représente à peu près, c'est un peu plus aujourd'hui, 15% du CAC 40, ce qui est quand même beaucoup, hein, avec de très grosses entreprises. J'en ai listé quelques-unes ici, hein, Lafarge, Veolia, Valeo, Air Liquide, etc. Donc plusieurs dizaines de milliers de licences. Office 365, clairement, depuis 3-4 ans, voilà, on en parle beaucoup. Ça s'implémente énormément. 80% des entreprises du CAC 40, donc c'est quand même énorme. Avec des nouveaux usages, des usages qui existaient déjà, mais des nouveaux usages. Et en face de chaque usage, voilà, c'est ce qu'on appelle la roue des usages, des outils comme SharePoint, des outils comme Outlook, des outils comme Teams, que je vais vous montrer rapidement, des outils comme Yammer pour communiquer, donc ce qu'on appelle le social learning, des outils comme Power BI pour aller chercher cette fameuse data, l'analyser et la restituer, sous forme de graphique par exemple, des outils de communication en ligne comme Skype ou Teams, etc. etc. Quelques grosses sociétés qui ont migré sur Office 365, donc vous voyez que c'est plusieurs dizaines et plus de 100 000 licences pour certaines. Évidemment, 80% du CAC 40, ça représente beaucoup finalement. Donc j'ai pas tout mis et ce n'est qu'une petite partie. Impressionnant. Alors, en conclusion, je vais très rapidement vous montrer l'interface. Donc, d'abord de G Suite, j'ai demandé à Vincent de m'inviter sur scène pour que je puisse. Là-dessus. Oui. Ah.
Alors voilà, je me suis connecté sur la plateforme G-Suite d'M2I Formation, plateforme qui nous sert à animer nos formations autour des produits et des usages G-Suite. Donc, j'ai créé ici, donc là, je suis dans Google Drive. Et dans Google Drive, il y a deux parties. Il y a mon Drive, mes documents, hein, documents individuels. Et puis, il y a la possibilité, finalement, de dire, eh bien, je travaille de plus en plus en équipe. Donc, j'ai créé une équipe dans Drive d'équipe qui s'appelle Webinar. Voilà. Et je vais, donc, vous voyez que dans cette équipe, j'ai un certain nombre de documents. Et je vais simplement inviter mon ami Vincent. Allons-y. Voilà. Je vais l'inviter et puis je vais l'autoriser à contribuer à tous les documents qui sont dans cette équipe webinar. Vous voyez, c'est assez simple à faire. Il y a des éléments de sécurité, des éléments de notification. Bon, là, il est à côté de moi, je n'ai pas besoin de lui envoyer un message. Et je clique. Ça va, je reçois tellement de notifications. Voilà, et je clique. Voilà. Super. Voilà, donc là, Vincent a officiellement reçu une notification sur son Google. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Je vais donc... Hop. Alors, ça demande un petit peu de manipulation. Voilà. Voilà, alors là, vous voyez, je suis dans l'environnement de Vincent. Preuve en est, en haut à droite, tout à l'heure j'avais Philippe Lambert et là j'ai Vincent Drouot. D'accord. Donc, alors évidemment, ça m'a demandé une manipulation parce que sur la même machine, je suis connecté avec deux personnes différentes. Et Vincent a bien accès à l'équipe webinar et aux documents qui sont à l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vincent va être capable, par exemple, de modifier ce document. Ah oui, il a ouvert un nouvel onglet. Voilà, donc ce document, je ne vais pas aller plus loin, tous ces documents seront partagés par les membres de l'équipe et seront, et ça c'est un nouvel usage, seront coéditables. C'est-à-dire aussi bien Vincent que moi, on va être capable de modifier le document en même temps. Voilà. Donc ça fait partie des nouveaux usages, être capable de co-construire un document, de coéditer un document. Simplement, vous avez vu, en quelques clics, j'ai créé une équipe, un drive d'équipe, j'y ai mis des documents et j'ai indiqué à Google que les membres de l'équipe pouvaient accéder en contribuant à l'ensemble des documents. Donc voilà pour la partie Google. Alors, comme on a dépassé un petit peu le temps imparti, je vais passer rapidement sur la partie Microsoft. Voilà, en tout cas, oui, on trouve chez Google donc un traitement de texte, un tableur, un logiciel de présentation. Donc, c'est des équivalents à Word, Excel, PowerPoint, mais avec des fonctionnalités et des orientations un peu différentes, mais compatibles. Voilà, alors, Microsoft, contrairement aux produits Google, donc s'est appuyé sur sa suite existante. Ça veut dire que vous allez trouver aussi bien des produits en ligne que des produits installés sur le poste de travail. Donc, que ça soit la messagerie avec Outlook, vous avez une version en ligne, une version sur poste de travail. Que ça soit OneNote, vous avez une version en ligne, une version en poste de travail. Les applications comme Word, Excel, PowerPoint, vous allez les trouver aussi en ligne et sur poste de travail. Donc là, je vais vous montrer simplement Teams. Teams qui est vraiment un nouveau produit qui concentre l'ensemble des applications. Oui. Et puis, il faudra couper le son.
le PC, on nous prévient qu'il y a le micro et le parleur qui passe. Voilà, on va régler ce petit. C'est coupé. Ok. Est-ce que ça marche mieux maintenant? Est-ce que A vous priori, avez oui. toujours de l'écho? Oui. Toujours d'écho? Alors, ce serait. Ça coupé dans le partage. Oui. C'est peut-être mieux là. Voilà. Oui, c'est mieux, je pense. Ok. Merci. Donc, voilà Teams. Alors, l'intérêt de Teams, c'est quoi? C'est le travail collaboratif, entre autres en ligne. Donc, je vais créer une équipe. Voilà. Je vais l'appeler webinar. C'est une équipe privée. OK. Et dans cette équipe, je vais inviter Vincent. De la même façon, j'ai un outil de sécurité. Donc Vincent est membre de l'équipe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir contribuer, modifier, ajouter. Je viens de recevoir un mail qui me le notifie. Voilà, donc Vincent a été prévenu. S'il ouvre son Teams aussi bien en ligne que sur son poste de travail, il va avoir accès à cette équipe webinar. Cette équipe webinar, eh bien, je vais y trouver des fonctionnalités diverses de communication déjà, c'est-à-dire le mode conversation. Hein. Hello, par exemple, je m'adresse à toute l'équipe. Voilà. Conversation entièrement enregistrée. Un endroit pour y stocker des documents. Voilà, je vais pouvoir aller créer un nouveau document, aller charger très facilement un nouveau document, etc., etc. Et puis toutes sortes d'outils qu'on va pouvoir, c'est pour ça qu'on appelle ça un concentrateur, qu'on va pouvoir rajouter à Teams. Hein, en cliquant sur le petit plus, ici par exemple, je vais rajouter de quoi prendre des notes pour l'équipe. Je vais appeler ça compte rendu par exemple. Voilà, donc j'ai créé un onglet compte rendu avec. Il va me permettre d'utiliser OneNote et pas que, je dispose de toutes sortes d'applications. Je pense notamment, et pour finir, à un outil comme le planificateur, en anglais on dit planner, qui va me permettre de faire de la gestion de projet, de la gestion de tâches. Je vais l'appeler planning par exemple. Voilà, donc il faut imaginer, donc vous voyez, c'est une gestion de tâches, avec les tâches à faire, une échéance, à qui j'affecte la tâche. Quand elle est faite, voilà, j'ai un symbolisme qui va apparaître, une couleur différente. Donc Teams, c'est ça, autour d'une équipe webinar, j'ai un certain nombre d'outils qui vont me permettre d'avoir des fonctionnalités collaboratives. Et l'une de celles qui fonctionne aujourd'hui, à mon avis, le mieux, c'est la réunion en ligne que je ne vais pas démarrer puisque vous voyez ici, là, puisque sinon je vais couper la webcam que nous utilisons pour ce webinar. Ça me permet très simplement et très rapidement de démarrer une réunion en ligne, soit en audio, soit en vidéo. Pour la petite histoire, derrière Teams se cachent SharePoint, OneDrive et Skype. D'où ces diverses fonctionnalités. Voilà, pour éviter de vous retenir trop longtemps, je vais m'arrêter là sur la démonstration. De toute façon, sachez que nous avons à disposition dans notre catalogue un certain nombre de formations. Un certain nombre de formations qui sont pour la plupart orienté usage quant aux deux suites collaboratives que je viens de décrire. Hein, je vais vous donner un exemple, c'est comment organiser et animer une réunion avec des collaborateurs distants.
Donc voilà, cette formation existe, donc c'est multiproduit. Hein. On a fait ce choix d'orienter nos formations usage. Et bien évidemment, la formation dont parlait Vincent tout à l'heure, qui est la formation acculturation digitale sur 2 jours. Donc je vous laisserai apprécier le contenu de ces formations en allant sur notre site web, hein, en tapant Office 65 ou G Suite, vous allez trouver aussi bien des formations orientées usage que des formations orientées produits pour les utilisateurs, mais aussi pour l'IT. Il ne faut pas oublier l'IT. Oui. Quelle que soit la suite, on a toute une flopée de formations pour l'informatique. C'est ça, parce que dans l'IT, il y a des choses qu'on n'a pas abordées ici. Hein, ça va faire l'objet de prochains webinars. Des webinars donc sur la big data, des webinars orientés aussi marketing, pour mieux comprendre l'ère de la communication digitale et du marketing digital. Mais on a aussi, donc au sein du catalogue, alors c'est la fiche qu'on a derrière nous, et puis le PDF qu'on vous remettra, donc ce catalogue qui contient donc près d'une centaine de formations qui vont, donc la première c'est l'acculturation digitale, et aujourd'hui, alors juste pour vous donner, alors c'est vrai qu'on a dépassé largement notre temps, mais c'est parce que vous avez compris qu'on est, Philippe comme moi, 2 passionnés, et on a du mal à s'arrêter parce que on sait ça ouvre tellement de portes aujourd'hui ces outils-là, et ça nous aide quand même énormément dans nos vies de tous les jours. C'est que dans le catalogue, on a cette formation d'acculturation digitale. Aujourd'hui, on la joue. Alors, je prends un client parmi d'autres, hein, mais il nous la commande une fois par mois pour faire passer. Alors, on a des groupes de 10 à 20 personnes quand même pour l'acculturation digitale, mais il a décidé l'année dernière de faire passer tous ses collaborateurs pour que tout le monde puisse parler de la même chose. Quand on parle de big data, qu'on n'ait plus peur de ça, ou d'intelligence artificielle, qu'on comprenne à quoi ça sert dans mon quotidien. Et puis après, donc on a des formations spécifiques sur la big data, sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité. Ça fera l'objet d'un webinaire à venir aussi. Et on a sélectionné pour vous les formations qui nous correspondent. En tout cas, donc on vous propose le 1er et 2 juillet, donc sur 2 jours, une formation à l'acculturation digitale, une autre au mois de septembre, sachant que ça, c'est des formations donc qu'on appelle inter-entreprises, où il y aura plusieurs entreprises qui se regrouperont, mais on peut tout à fait organiser des sessions chez vous ou chez nous, hein, mais en général, on peut les jouer dans le lieu qui vous arrange le mieux et aux dates qui vous conviennent. C'est-à-dire que ces dates qui sont présentées là, bien sûr, ne sont pas uniques. Et puis Philippe, donc pour Office 365 et G Suite, donc des dates à venir aussi pour. Oui, tout à fait. Vous les voyez au mois de mai pour le prochain stage Office 365 et l'ensemble des applications et des usages qu'on va y trouver, au mois de mai, au mois de juillet, et de la même façon pour la G Suite. Très bien. Voilà, écoutez, merci à vous. Merci à vous. On espère que ça vous a intéressé, et comme on vous disait, c'est vrai qu'on a pas eu le temps d'aller profondément dans l'ensemble des sujets, hein. C'est pour ça qu'on a bâti des programmes complets qui sont à disposition donc sur notre site m2iformation.fr. Et puis donc on vous enverra le PDF de la présentation, bien sûr, la vidéo du webinar, bien sûr, et puis aussi le lien vers la plaquette l'entreprise digitale qui à mon avis va l'idée c'est de comprendre que on vient de passer dans un nouveau monde, mais on n'en est qu'à la préhistoire de ce nouveau monde digital, et donc c'est à nous d'écrire l'histoire. Et puis si vous voulez qu'on vous accompagne pour cette transformation, que ça soit pour une acculturation ou pour un changement vers les suites collaboratives, vous savez où nous joindre. Voilà. Hein, on a l'équipe qui va bien derrière. Merci en tout cas. Merci, oui. Puis on a beaucoup de merci. Merci à vous. Passez une bonne journée également. À très bientôt. À très bientôt, et puis bon appétit, parce que je crois que c'est presque l'heure. Bien joué, oui. Ouais. Bon appétit. On va aller à l'apéro, nous. Hein. On va aller à l'apéro. Ouais, ok. D'ailleurs, on fête ton anniversaire ce midi. Eh ouais. Ah bah. Oui, j'ai pris un peu d'âge. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir et à bientôt.